Bonjour à tous, je vais tenter dans un court délai, 15 minutes, de vous faire une présentation sur le thème de la diabésité et de la médecine de précision. Je dirai quelques mots donc de l'épidémie mondiale, à la fois d'obésité et de diabète, les deux étant fortement liés, surtout pour le concept de diabésité. La diabésité pourrait être définie comme une obésité compliquée de diabète, et on verra que cela cumule les risques de ces deux composants pathogéniques, en particulier sur le cœur et le rein. Et puis enfin, est-ce que l'approche de précision, médecine de précision, diagnostique et thérapeutique est déjà désormais possible pour ces deux troubles métaboliques majeurs qui sont une des grandes maladies du XXIe siècle? En effet, le surpoids ou l'obésité dans le monde touche partout, toutes les populations, avec toutefois, bien sûr, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, mais aussi vos régions, vos contrées, en particulier le Maghreb et le monde arabo-musulman. On voit ici dans cette forme présentation d'histogramme que l'impact, la prévalence de l'obésité touche très différemment les pays de l'OCDE, avec au maximum à gauche les USA, mais aussi la Chine et le Mexique. Tout à fait à droite, le Japon et la Corée encore relativement protégés. La France un peu plus, bien sûr, touchée que certains pays d'Europe, mais la Grande-Bretagne, la Turquie et le Maroc que j'ai ajouté dans cette classification qui se situe particulièrement haut. Pour ce qui concerne le Maroc, on a des données pédiatriques, vous voyez sur la droite, soit pour ce qui concerne le surpoids en haut ou l'obésité en bas, que cette prévalence ne fait que croître en 20 ans. On est passé on a pratiquement un facteur de multiplication de 1,5 à 2 fois l'obésité et le surpoids chez les enfants marocains. Et chez les adultes, les dernières données donnent des chiffres de l'ordre de 36% des femmes âgées de plus de 18 ans obèses et près de 23% des hommes, ce qui est bien sûr le reflet de ce qui se passe au Maghreb, mais plus élevé, semble-t-il, que les autres données disponibles pour l'Algérie, la Tunisie, à moins que les chiffres de l'épidémiologie au Maroc soient meilleurs, plus précis. Alors l'obésité infantile fait aussi l'obésité de l'adulte, et vous voyez ici que parmi les 9% d'enfants âgés de 2 ans qui étaient suivis ensuite pendant très longtemps et qui étaient obèses, on voit que 60% d'entre eux seront obèses à l'âge de 35 ans. Donc en fait, il y a un fort déterminant de l'obésité de l'enfant tôt dans la vie sur l'obésité de l'adulte. L'autre élément très important, c'est le rôle du statut pondéral des parents. À gauche, vous voyez le rôle du père et ensuite le rôle du surpoids ou de l'obésité chez la mère. Et vous voyez qu'en fait, selon la classification, soit obésité, soit surpoids, soit minceur, on voit que les enfants sont très influencés. Le statut pondéral des enfants est très influencé par celui du père comme de la mère. Alors après l'obésité, maintenant le diabète. Pas le diabète, je ne vous apprends rien, c'est une véritable épidémie mondiale. On annonce pour 2050 1,3 milliard de malades diabétiques, sachant qu'en 2019, ces chiffres étaient autour de 400 millions à 500 millions, mais que l'IDF considérait qu'un tiers à 2 tiers dans certains pays de ces patients étaient totalement ignorés. La grande préoccupation, bien sûr, c'est un possible tsunami de diabète de type 2 des adolescents. Avec, vous voyez à gauche, les chiffres américains. Sur 2 décennies, nous sommes passés de 200 pour 100 000 habitants de diabétiques de type 2 chez l'enfant. Et vous voyez que ceci a été multiplié par 7 en 2 décennies. Et vous voyez qu'au départ, c'est à peu près garçons et filles pareil. Aujourd'hui, ce sont surtout les filles, encore plus que les garçons, qui sont touchés. Avec deux caractéristiques. En haut, ce qui est montré, c'est les complications rénales. Il faut à peine 3 ans d'ancienneté de diabète de type 2 de l'adolescent pour voir apparaître la néphropathie contre plus de 10 ans chez l'adulte. Et vous voyez en dessous que le phénotype caractéristique, donc de risque,
c'est d'abord une histoire familiale de diabète de type 2, le sexe féminin à partir de l'âge de 13 ans, le surpoids et des ethnies à surrisque aux États-Unis, par exemple africains, américains, hispaniques, asiatiques ou natifs américains. Et bien sûr, dans les pays arabo-musulmans, on risque bien de retrouver ce risque cumulé, à quoi il faut peut-être ajouter aussi, bien sûr, la sédentarité. Alors la diabésité, c'est ce qui multiplie le risque de l'obésité par le diabète ou du diabète par l'obésité. Vous savez, apnée du sommeil, diabète de type 2 bien sûr, asthme, troubles ostéo-articulaires, troubles psychologiques, psychiatriques, mais aussi bien sûr cardiovasculaires, rénaux, bien sûr aussi aujourd'hui risques hépatiques et cancers qui sont très mis en avant. Là, je prends juste deux exemples qui ont étudié la diabésité à proprement parler pour ce qui concerne son risque rénal. Les effets cumulés de l'obésité et du diabète sur la microcirculation cardiaque, étudiée par résonance magnétique de premier passage de perfusion, ou bien encore la diabésité avec son effet de fardeau combiné sur le trouble métabolique débouchant sur des troubles d'imagerie, c'est-à-dire les fuels utilisés par le myocarde, avec d'une part à droite cette augmentation des dépôts épicardiques de graisse, par un effet peut-être lié à la surconsommation de triglycérides comme carburant, et d'acides gras, et par ailleurs des risques de fibrose interstitielle accrue. Quant aux reins, eh bien on sait aujourd'hui qu'on a aujourd'hui plus de 700 millions d'insuffisants rénaux dans le monde, et par ailleurs que le rôle du poids, de l'obésité et de l'hypertension sont considérables. Diabète plus HTA, c'est 70% des insuffisances rénales. L'obésité multiplie par 3 en soi seul le risque de néphropathie. Donc vous voyez que le tsunami néphrologique est en route. Alors est-ce qu'on peut déjà, comme dans la médecine de précision appliquée au cancer, dire quelque chose? C'est quoi la médecine de précision dans le cancer? C'est d'abord et avant tout le fait de passer d'un traitement pour beaucoup de patients, une sorte de prêt-à-porter thérapeutique, avec des effets variables, des patients non répondeurs et des effets indésirables, souvent pour tous. Alors que la nouvelle approche est vraiment basée sur une analyse sanguine, urinaire, métabolome, génétique, tissulaire, qui débouche sur des traitements sur mesure, avec un traitement pour le groupe vert, orange ou bleu, et avec des effets spécifiques et une réduction des effets indésirables. Est-ce que c'est déjà possible dans des maladies métaboliques aussi complexes que le diabète? Nous allons voir ça. En réalité, il y a actuellement eu, en 2018, une première grande étude scandinave qui a, celle d'Alquist, lancé les choses plus particulièrement en déterminant qu'il existerait, dès le début de la maladie, au diagnostic, 5 clusters qui permettraient de mieux individualiser le phénotype, bien sûr, les mécanismes peut-être, et surtout les thérapeutiques et les risques de complications. Alors j'ai simplifié ici les choses, vous voyez 5 catégories, j'ai mis à gauche les 2 premières catégories qui sont à la limite du diabète de type 2, en particulier ceux qui sont minces, relativement jeunes, avec des anticorps positifs, en violet. Encore en violet, la deuxième catégorie, les jeunes minces, avec un déficit de la cellule bêta aussi, mais des anticorps négatifs. Tout à fait à droite, des diabètes d'apparition plus tardive, semble-t-il à risque de moindre de complications. Et puis, 2 groupes ayant une obésité, et en particulier le groupe 3 qui pourrait bien être celui dont l'étiquette diabésité serait la plus adaptée, avec une forte insulinorésistance, un âge variable d'apparition mais plutôt relativement jeune, et des risques de complications différents. Vous voyez ces 3 images. À gauche, dans ces 5 clusters, la néphropathie, et vous voyez qu'elle apparaît beaucoup plus vite dans le groupe vert, le groupe 3, cluster 3,
qui est très insulino-résistant, alors qu'au milieu, la rétinopathie est essentiellement liée au contrôle glycémique, donc tous les groupes ont le même risque globalement, et à droite, un risque variable pour le cardiovasculaire, probablement plus, encore une fois, dans le groupe vert cluster 3, mais aussi dans d'autres clusters. Alors, est-ce qu'on est déjà capable d'avoir une probabilité de réponse thérapeutique, en particulier sur l'hémoglobine et l'IMC? Est-ce qu'une drogue A ou une drogue A et B ou une drogue B ferait mieux? On approche de cela, mais ceci est assez lourd encore à déterminer. Mais on va commencer peut-être à jeter un œil d'abord sur l'importance de la clinique dans la médecine de précision. Examiner, observer le patient, recueillir des faits comme l'ancienneté, l'âge d'apparition et des paramètres biologiques simples. On voit ici qu'on distingue très bien un homme de diabète tardif et une femme en surpoids, au contraire de ce monsieur, avec évidemment un âge de révélation beaucoup plus tôt et donc un risque de complications probablement plus élevé. Alors bien sûr, les guidelines ont déjà fait un certain travail, puisque les guidelines ont déjà montré si l'on avait, ont déjà indiqué que si on avait des antécédents cardiovasculaires, athéromateux, ou l'insuffisance cardiaque, ou une maladie rénale, il fallait choisir plutôt 2 classes thérapeutiques. Ça, vous connaissez cela très bien. Et par contre, que s'il n'était pas présent ou faible, à ce moment-là, on avait d'autres critères de choix thérapeutiques, dont la réponse glycémique. Pour ce qui concerne les études déjà menées, on peut considérer que déjà il y a des données sur la metformine, les sulfamides, les TZD, les glitazones, donc avec, vous voyez, une variation importante de la réponse métabolique à ces différentes classes selon les individus. On peut donc parler de bons, moyens ou mauvais répondeurs. Alors, 2 éléments importants, le sexe et l'IMC, le genre et l'IMC. Vous voyez dans cette étude, toujours de l'équipe d'Exeter, que si on est en rouge du sexe féminin avec un IMC élevé, on répond mieux au glitazone, et qu'on est plutôt en bleu à droite, un homme avec un IMC plus faible, on est meilleur répondeur au sulfamide. Ceci a été bien étudié dans l'étude ADOPT, qui était en fait une étude de durabilité de réponse à 3 classes thérapeutiques, les sulfamides, la metformine ou les glitazones, en monothérapie initiale dès le diagnostic. Et on voyait à l'époque, dans la réponse globale, c'est que la metformine faisait bien, en durabilité les glitazones faisaient mieux, les sulfamides faisaient vite baisser les glycémies, mais échappaient rapidement. Les auteurs de Exeter ont donc simplement demandé de reprendre ces données, de séparer en fonction du genre et en fonction du surpoids. Et vous voyez que les non-obèses à gauche, non-obèses de sexe masculin, ont une réponse rapide, puissante, mais relativement durable. Alors qu'à droite, on voit que ce sont les thiazolidinediones qui répondent de façon très efficace et très durable chez les femmes, en surpoids, alors que les sulfamides échappent totalement. Donc encore une fois, cette information. Une étude qui concerne les DPP4 et les SGLT2, toujours du même groupe, qui montre qu'on ne répond pas de la même façon aux SGLT2 ou aux gliptines. Par exemple, les gliptines, eh bien, les sujets qui ont les moins bonnes réponses sont plutôt de profil dit métabolique, triglycérides élevés, HDL bas, fonction rénale mauvaise, IMC élevé, donc un profil métabolique et rénal et une ancienneté de diabète relativement importante. Mais aussi les SGLT2 répondent mieux dans ces catégories, sauf chez les sujets plus âgés avec un diabète plus ancien. Donc on avance. Enfin, parlons des GLP1. Les GLP1, par exemple, ici, c'est la reprise de l'étude directe qui était une étude sur le diabète de type 2 utilisant l'albiglutide, dans lequel on voit que quand on distingue les variants de la bêta-aristine, qui est une protéine assez ubiquitaire et multifonctionnelle, on a 2 catégories de variants de bêta-aristine qui répondent beaucoup mieux que les 3 autres groupes.
Ceci a été aussi l'objet d'une méta-analyse de la plupart des grandes études menées avec les GLP-1, toutes les classes de GLP-1 ayant été revues, et on voit qu'il y a de bons et de moins bons répondeurs selon la pharmacogénémique du récepteur du GLP-1 et ou de la bêta-arestine. Donc dans ce domaine, la médecine de précision avance. En conclusion, le terme de diabésité recouvre le concept d'obésité compliquée de diabète de type 2, sur un terrain prédisposé, bien sûr. Par ailleurs, le rôle de l'épidémie mondiale d'obésité est aujourd'hui flagrant sur la croissance exponentielle du diabète de type 2 dans le monde. On prévoit 1,3 milliard d'individus en 2050. Que ce concept, c'est aussi celui de deux entités qui s'accroissent en termes de risque réciproquement, en particulier au niveau cardiovasculaire et rénal, et particulièrement touche maintenant des sujets adolescents, obèses, très jeunes, dans certaines ethnies, avec en particulier des néphropathies apparaissant dès 3 ans d'ancienneté. Est-ce qu'on en est au niveau de ce qui se passe dans le cancer en médecine de précision? Non, car ces entités sont très hétérogènes, multigéniques, complexes. Mais les études portant sur les nouveaux traitements, hémoglobine glyquée, poids, en termes de répondeurs bons, mauvais ou moyens, sont en cours. Elles permettent déjà d'avoir des facteurs prédictifs, mais pas au niveau biologique comme dans les cancers. C'est donc d'abord la réévaluation régulière de la réponse au traitement et à leurs associations qui compte. Et enfin et surtout, c'est le grand problème de la prévention qui reste le maître mot, surtout dans des pays comme le vôtre et tous les pays émergents particulièrement concernés. Je vous remercie de votre attention.